Salut Ernesto, Salut Valentin, tu vas bien? ça va très bien. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce podcast que je suis très content de faire malgré le décalage horaire que nous avons tous les deux. Euh, Tu vois, puis- on dirait qu'on est dans le même endroit. Puisque tu es au Salvador et c'est tout le sujet du podcast du jour. Justement, on va aller voir l'adoption de Bitcoin, comment s'est-elle passée un peu plus d'un an après au Salvador. Tu es salvadorien et tu es en direct, en duplex, comme on dit dans le milieu journalistique du Salvador, pour une petite heure avec nous. On va aborder tous les sujets, évidemment, qui sont liés à cet écosystème au Salvador, voir comment ça a été adopté par la population ou non, voir comment vous minez du Bitcoin dans le pays, où est-ce que est l'adoption de cette crypto-monnaie, et donc en fait le bilan un an après. On l'a vu sur des médias tradis, c'était parfois un peu méchant. On va voir si c'est sur le terrain, puisque encore une fois, tu es sur place directement, aussi noir que ce qu'on nous vend sur Internet. Donc merci beaucoup de prendre le temps d'être ici. On s'était rencontrés à une conférence commune dans le cadre d'une université et j'avais beaucoup apprécié d'échanger avec toi. Donc voilà, je suis content que tu viennes le faire sur Cryptos. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, avant qu'on Si. aborde ce chapitre? Alors, je suis Ernesto Hernandez Otero. Je travaille en tant que consultant de stratégie et au Salvador, directement. Et voilà, depuis un an que le Bitcoin a été lancé officiellement au Salvador. Il y a plein d'histoires, il y a plein d'histoires, comme tu as bien dit, avec beaucoup de couleurs différentes. Et finalement, il y a très peu de vérité derrière tout ça. Et il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien encore, il y a des choses qui j'espère, auxquelles qui vont progresser davantage d'ici le futur proche. Et voilà, c'est avec plaisir que je suis avec toi. Tu es à côté de quelle grande ville là, du Salvador qu'on connaîtrait plus? San Salvador. Ouais, directement. Ok, excellent. Donc effectivement, t'es en plein milieu de ce nouveau monde parce que finalement, il y a plein de gens qui ont découvert le Salvador avec cette annonce il y a un an, Bitcoin, monnaie légale au Salvador pour ceux qui n'avaient pas suivi. C'est de ça dont on va parler évidemment aujourd'hui ensemble avec Ernesto. Et tu l'as bien dit, effectivement, on va pas être là que pour vanter les mérites. On va remettre un peu de vérité. Mais en fait, par rapport aux titres qu'on voit sur Internet, la vérité va euh, donner un peu de couleur verte au tableau plutôt noir qu'on a l'habitude de voir. Déjà, première question, est-ce que tu as téléchargé le wallet pour utiliser du Bitcoin au Salvador? Je vais le faire pour tester. Et je fais faire à mes amis, certains camarades et tout. On a beaucoup testé le wallet du gouvernement. Et c'est vrai qu'au niveau du développement, il y a beaucoup de critiques qu'on pourrait faire, mais finalement, je peux te dire que le wallet du gouvernement n'est pas trop utilisé par la population, donc il n'y a pas trop l'intérêt d'en discuter à ces sujets-là, surtout par le fait qu'il y a deux, trois wallets privés qui mettent beaucoup sur la com et sur le marketing et qui font des promos avec des marques populaires comme Pizza Hut, Domino's, des marques bien branchées. Et certainement, c'est ça, c'est dans ce sens-là que le wallet du gouvernement est resté dans le passé. Donc, les erreurs n'ont pas été corrigées sur le fait de transactions, des opérations dans l'application. Cela n'a pas été résolu jusqu'au présent. Et personnellement, je connais deux personnes qui utilisent le wallet du gouvernement et au moins 1200 personnes qui utilisent des wallets privés. C'était Chivo le nom, c'est ça, hein? Wallet, ouais. Ouais, c'est ça, Chivo Wallet. Et il y a eu un grand engouement au début parce qu'il y avait une petite prime à ceux qui le téléchargeaient au début. C'était ça l'idée, non? C'était 30 $ pour tout nouveau utilisateur. Ça a bien marché pendant 2, 3 mois. Après, sans doute avec la population qui n'avait pas très bien compris comment ça fonctionnait, le monde des applications, déjà, il y a une grosse barrière technologique au Salvador. Donc voilà, toute la population jeune qui a inscrit leurs parents, les grands-parents pour prendre les 30 $. Et petit, quelques mois après ça, le wallet du gouvernement, Chivo Wallet, n'est plus tendance. Voilà. Ouais, c'est un petit peu comme nous en France où tout le monde ouvre des comptes bancaires de banque en ligne pour aller chercher les 50 dollars à l'ouverture, quoi. Exactement. Ouais. Surtout que maintenant, c'est surtout Strike qui a beaucoup investi dans la Ouais. com. Et voilà, tout le monde qui passe vers Strike. Il a un grand marché pour eux maintenant. D'accord, ok. Mais effectivement, on va creuser ça un petit peu, voir si, pareil, hein, tu nous diras dans les commerçants comment c'est utilisé ou pas ce genre d'application. Est-ce que tu as en tête, sinon on va le retrouver ensemble, tu as en tête un peu là le nombre de Bitcoin
qui sont détenus par le gouvernement. On sait que ils ont commencé ça il y a un an d'acheter et progressivement et dans la communauté, Nayib Bukele, qui est le président salvadorien, s'amuse à tweeter souvent et très apprécié de la communauté parce que dès qu'il y a un dip, il rachète. Donc il est apprécié de la communauté, moins du FMI, on le verra au fur et à mesure de la discussion. Mais en tout cas, est-ce que tu as en tête là le nombre de détentions et le prix moyen de Bitcoin là, par le gouvernement? Alors, dans ce côté-là, c'est un peu compliqué parce que toute l'information n'est pas publiée, c'est complètement confidentiel, surtout par le fait que les bitcoins publics, on dirait les bitcoins du Salvador, sont détenus par un wallet personnel. Donc, c'est impossible de savoir maintenant si est-ce qu'ils sont, à quel montant de bitcoin ils sont. Donc, ça reste complètement privé. Ouais, d'accord. Ok. Parce qu'il y a quelques mois, il y avait des indications sur le prix d'achat moyen qui était autour de 35 000 dollars. C'était des choses qui étaient estimées entre justement les tweets, alors peut-être de Nayib Bukele, où on se disait si tweet à ce moment-là, le prix était le suivant, sur telle somme, ça donnait ça. Parce que, bon, effectivement, même si la blockchain est pas anonyme mais pseudonyme, faut-il savoir quel est le wallet qui détient ces bitcoins. Et c'est là où peut-être, effectivement, d'un point de vue stratégique, le Salvador a moins communiqué. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais je pense que la dernière fois qu'il a acheté un dip, c'était 500, je pense, 500 bitcoins. La dernière fois. Classique. Achat plutôt timide. Euh, euh, Pas négligeable. ouais, bah non, oui, clairement, c'est clairement pas négligeable. Justement, si on revient avant de voir un an après ce qui s'est passé dans les tout premiers mois, alors encore une fois, on en avait discuté ensemble dans une conférence, les tout premiers mois qui ont suivi cette annonce, il y a eu forcément un focus énorme sur le pays. Encore une fois, je te dis, hein, moi je ne savais pas mettre le Salvador sur une carte, maintenant je le sais comme beaucoup. On va voir, ça a d'ailleurs permis de faire exploser le tourisme, c'est l'un des gros points positifs de cette opération avec d'autres qu'on évidemment on étaiera ensemble. Mais dès l'instant où ça a été annoncé, ça a fait que dans le pays, aux côtés du dollar, on pouvait payer ses impôts, on pouvait et on peut toujours utiliser du Bitcoin pour payer les commerçants. Ils sont obligés d'accepter cette monnaie. C'est ça que ça a changé sur place là pour ceux qui avaient raté un petit peu l'histoire il y a un an. La loi n'a pas du tout changé, pas du tout, absolument pas. Après, on va discuter de la partie population, le monde de commerce et tout. Ouais, Mais la loi reste la même. ouais. Tout ce n'était pas imposé, c'est pas imposable, Bitcoin. Donc, de ce point de vue, c'est bien que cela n'a pas changé. N'est pas changé jusqu'au présent. Mais à l'époque, il y a un an, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que ça a changé pour le coup, c'est que tu pouvais payer tes impôts en Bitcoin, maintenant tu peux le faire, et tous les commerçants sont obligés d'accepter cette monnaie. C'était le gros changement de l'année dernière pour le coup. Ah oui, oui, non, absolument. Maintenant, c'est obligé d'accepter. Mais après, on va discuter la partie sociale et la mise en place de tout ça. Mais ce qui reste le plus intéressant, c'est que tu n'es pas imposable. Donc, d'un point de vue valeur d'argent, c'est ça qui est important. Ouais, non mais tout à fait, parce qu'en France, dès l'instant où il y a cession, il faut déclarer ces 30%, donc c'est ce qui va empêcher le Bitcoin d'être une monnaie utilisée d'un point de vue monnaie justement dans cet écosystème français et même européen au global. Ouvrons alors le chapitre social dans un premier temps pour regarder un petit peu, pour le coup, 13 mois après. T'as la date en tête exacte de cet anniversaire, c'était quand? En septembre? Mais la journée. Un mois, 10 jours, un truc comme ça, 40, 45 jours avant. Ouais, c'est ça, on est à tout un peu plus d'un an après. Quelles conséquences sociales? Toi qui es, parle-nous de toi en tant qu'habitant salvadorien. Forcément, tu connaissais Bitcoin un petit peu avant, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour tes amis qui étaient moins Bitcoin? Est-ce que tu as payé ton McDo en Bitcoin, en Satoshi? Est-ce que tu utilises le Lightning Network? Bref, est-ce que tu peux nous faire voilà, un topo de ce qui a changé dans ta vie et celle des Salvadoriens depuis un an et un mois pour ceux qui utilisent cette monnaie? Encore une fois, il y a le dollar encore à côté, mais pour ceux qui l'utilisent, qu'est-ce que ça a changé? Bon, bah, écoute, depuis le deployment de Bitcoin au Salvador, d'abord c'était la folie. Après, c'était la méconnaissance, beaucoup d'intérêt de certaines personnes. Et maintenant, je pense que ça commence à s'établir le milieu bitcoinaire du Salvador. Donc, ça change petit à petit. Au début, c'était les commerces qui avaient beaucoup de peur. Ils n'étaient pas sûrs comment ils allaient faire parce que, tu vois, on est dans un pays où, je disais ça, l'obstacle, la frontière technologique est très haute. Ouais. Donc, si au commerce, c'est obligé d'accepter une monnaie que tu ne peux pas avoir en papier, déjà ça, au niveau psychologique, pose beaucoup de problèmes pour eux.
Mais je pense que 45 jours après la mise en place de la loi de Bitcoin comme monnaie locale, monnaie nationale, et aucun commerce avait des doutes, aucun commerce avait des problèmes, et ils acceptaient tous virtuellement Bitcoin. Pourquoi je dis virtuellement? Parce que d'un point de vue des personnes, de la population, ça reste très très peu de personnes qui font des transactions avec. Déjà, il y a ceux qui investissent en Bitcoin, qui évidemment ne vont pas aller payer des choses avec Bitcoin parce qu'ils veulent le garder pour le valoriser. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui sont pas obligées, tu vois, de faire des transactions en Bitcoin. Ce qui reste intéressant, c'est pour les personnes qui ont trouvé de nouveaux clients qui voulaient payer en Bitcoin. Donc, pour eux, évidemment, c'était un nouveau business. Le secteur qui a le plus développé en Bitcoin, c'est la vente immobilière. Les bâtiments, les maisons, les terrains, la construction. Donc là, je peux te dire que d'après les dernières données que j'avais, attends, je vérifie ça, ouais, par mois, c'est au moins 10 millions de dollars qui sont payés en Bitcoin dans le monde immobilier. Il y a une centaine de maisons de terrain qui sont vendues tous les mois. Et maintenant, c'est payé en Bitcoin. Et d'un point de vue pratique, comment ça fonctionne en mode entreprise. Alors, je vends la maison, tu fais la transaction Lightning comme tu veux. Pour l'instant, comme je te disais, je connais personne qui a payé ça par le wallet du gouvernement. Ça reste le wallet sur Lightning. Et ensuite, Chivo, le wallet salvadorien, permet de faire un virement dans un compte bancaire du pays, dans tous les banques du pays. Donc, tu fais la demande et au-delà des 10 000 euros, 10 000 dollars, pardon, tu es obligé d'attendre 3 jours. 3 jours après, le virement est fait et l'argent est dans ton compte bancaire. Donc, évidemment, les gens qui sont dans le milieu immobilier n'ont pas trouvé de problème à ça. De toute façon, avant, ils patientaient 30 à 40 jours par le milieu normal des transactions bancaires. Et évidemment, passer de 30, 40 jours à 3, 4 jours, ça reste très, très intéressant. Surtout parce qu'avant, ils payaient au moins de 3 à 5 de commission de frais. Et maintenant, ouais, la plupart d'entre eux, ils payent de 1 à 1,25%. Donc, évidemment, c'est 3 fois moins le coût financier. Alors, c'est dans cette industrie-là que le Bitcoin grimpe tous les mois d'une manière considérable. Et après, dans le commerce, il y a très peu de personnes qui payent avec, mais ça reste ouvert à tout le monde. Tu vas à Starbucks, tu peux payer avec, au McDo, n'importe où en fait, n'importe où, les restaurants et tout. Mais après, je pense que la mise en place au niveau des serveurs, gérants et tout ça, voilà. C'est toujours un peu pour jouer avec eux, tu vois. C'est un peu voir comment ils réagissent, en combien de temps ils te demandent de faire le paiement. Est-ce qu'ils s'acceptent sur Lightning ou des fois même, ils n'acceptent pas des paiements sur Chivo. Donc, c'est obligé d'utiliser une wallet privée. Donc, des fois, c'est écrit, on accepte Bitcoin, mais pas sur Chivo. Parce que des fois, c'est le temps d'attente qui pose le problème. Tu fais un virement de Bitcoin et il faut patienter 1 heure. Donc, si tu es au restaurant et tu veux payer, évidemment, ça ne marche pas. Tandis que sur Lightning, c'est pas plus d'1 minute, quoi. Oui, c'est presque instantané avec encore moins de frais, évidemment, que le réseau principal. C'était l'un des arguments. Évidemment. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a 6 mois, j'ai reçu pas mal d'appels de clients et des investisseurs qui voulaient s'y mettre sur Bitcoin. Et la grosse différence, je pense que l'année dernière, ils voulaient investir sur d'autres cryptos. Et cette année-là, ils se penchent à 98% sur Bitcoin. Donc, ça, c'est le gros changement du marché d'investissement sur Bitcoin au Salvador. Le fait que tout ce monde des cryptos a complètement disparu. Les gens ne veulent plus écouter d'autres monnaies, sauf Bitcoin. C'est un pays de Bitcoin maximaliste, alors. C'est un peu ça, oui, absolument. Les gens qui sont dans le monde Bitcoin au Salvador sont des maximalistes, absolument. Parce que d'un point de vue fiscal, il n'y a que Bitcoin, du coup, qui est considéré comme monnaie, donc qui n'est pas imposable. Et voilà, c'est ça. Donc, si tu passes par n'importe quelle autre crypto, en plus, je pense que cette année-là, avec toute cette folie mondiale de risques de guerre, d'inflation, des États-Unis, de Chine, tu vois, ils s'épanchent vers une monnaie qui est forte, qui est évidemment Bitcoin.
Oui, effectivement. Et après, libre à eux, s'ils veulent faire un investissement, de basculer sur d'autres choses, mais c'est pas c'est pas le même objectif derrière pour le coup. Voilà. D'un point de vue financier, économique, c'est intéressant de passer par Bitcoin parce que tu n'es pas imposable. Donc, c'est le discours le plus constant dans le monde des investisseurs. Et alors, en Europe, j'allais dire, assujetti à l'inflation. L'histoire me donne tort actuellement, avec 10% d'inflation en zone euro. Mais ça peut paraître un petit peu abstrait pour l'utilisateur ou le citoyen européen de payer en crypto, de payer en bitcoin parce que le prix est volatile et donc on se dit comment en fait est-ce que tous les jours ils changent les petites pancartes avec le prix. Est-ce que tu peux nous faire une mise en situation quand tu vas payer en bitcoin au McDo par exemple pour savoir combien tu vas devoir payer de Satoshi? C'est quoi? C'est une machine qui regarde le cours, qui te le dit en instantané? Comment ça marche? Alors, au début, oui, il avait des écrans avec le taux de changement. On continue comme si c'était Wall Street, tu vois. Ouais, Mais ça a duré peut-être 2, 3 mois et après, ils sont enlevés et tu as le montant en dollars et ils te mettent le QR en dollars. ok. Donc, tu n'as pas le montant de Satoshi. De toute façon, ça fait beaucoup de 0,001. Donc, ils mettent en dollars au taux de change qui soit présent à ce moment-là. D'accord. Et c'est l'application qui se débrouille pour filer la bonne quantité. Voilà. Et c'est ça, je trouve que ça s'est bien passé avec ça parce qu'au début, ça faisait peur. Évidemment, ça. Le fait que tu avais 30 dollars le soir, le matin, tu avais 20, 50, le soir, tu avais 32. Et voilà, ça change, évidemment, que c'est comme ça. Le Bitcoin est comme ça. Mais maintenant, je pense que les gens ont compris que dans la journée, c'est des variations très petites qui ne sont pas très importantes. Et de toute façon, les gens qui sont dans le Bitcoin au Salvador ne sont pas très intéressés si ça va descendre 20 centimes et ça va monter 2 dollars. Ces investissements dans la durée du temps. Ouais, ça c'était l'un des premiers retours qu'on voyait juste après l'adoption de cette loi justement au Salvador l'année dernière. C'était en septembre et on a eu le pic à 70 000 dollars quelques mois après. Donc les 30 dollars sont devenus autour de 50 et puis ils ont baissé avec le cours. Et cette méfiance au début du coup là de gens qui disaient ah mais mon pécule diminue, ça s'estompe. Les gens commencent à être moins sur le cours. De toute façon, bon, le cours il est à 20 000 dollars depuis des mois donc déjà il y a moins de choses à regarder. Mais c'est rentré dans les mœurs, ça. Est-ce que, comme nous, quand on mettait 50 balles au début du Bitcoin, on regardait toutes les 5 minutes, puis une fois qu'on a compris que ça bougeait avec le temps, on regarde moins en tant qu'investisseur? C'est pareil au Salvador avec les citoyens là-bas? Ça s'est passé par toutes ces étapes. La curiosité, la peur, ensuite je pense la compréhension du monde Bitcoin. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui ont testé, qui ont vérifié, qui ont joué un peu avec du Bitcoin, qui ont perdu, qui ont gagné, mais qui sont sortis du monde Bitcoin. Et ceux qui sont restés pour l'instant, c'est des gens qui veulent vraiment investir, qui veulent vraiment faire quelque chose avec, et pas seulement passer la journée à voir le taux de changement. Donc, Ok. la vente au cours, je ne sais pas comment dire ça en français. Short selling. Le prix à la vente à découvert? Ouais, voilà. Donc, ça, c'est disparu. C'est fini. Ok. Ouais, c'est un des trucs sociaux qu'on voyait beaucoup passer. Et sur la deuxième verticale sociale qui était un grand bouleversement, c'était les paiements transfrontaliers. Parce que il y a beaucoup d'envois et d'objectifs de réception dans ces coins. Mais l'objectif, c'était d'économiser justement avec Bitcoin des frais exorbitants que prennent les plateformes. Là aussi, je ne sais pas si tu peux nous faire un petit topo, parce qu'encore une fois, on n'est pas assujetti à ces applications qui prennent jusqu'à 10% des fois de ce que tu envoies. Le but était, j'avais cette citation il y a quelques heures sous les yeux, d'économiser 400 millions de dollars, disait le président salvadorien. Et il y a quelques semaines, l'ex-président de la Banque centrale salvadorienne disait que finalement, moins de 2% des envois d'argent des immigrés étaient passés par la crypto-monnaie. Est-ce que c'est du coup un objectif qui n'a pas été atteint là, sur cette partie-là en première instance? Pas du tout. Bon, ça n'a pas été atteint, c'est le 2%, un peu moins du 2%. 2%, c'est arrondi. Ok, Et ouais, le montant qui a été économisé en frais d'envoi, c'est à peu près 35 millions. d'accord. Donc, c'est quand même C'est colossal. C'est déjà énorme. pas beaucoup dans la grosse balance économique du pays. Mais finalement, je pense que ce que même le gouvernement a compris, c'est les stratégies. Le Bitcoin, ce n'est pas pour les gens qui envoient de l'argent. Ça demande une infrastructure technologique énorme dans tout le pays, beaucoup d'éducation, beaucoup de confiance, beaucoup de
le deployment est beaucoup plus difficile de faire avec beaucoup de gens qui n'ont pas qui n'ont pas fait des études, qui sont pas très à l'aise avec les appareils téléphoniques, qui font pas confiance. Donc, forcément, c'est pas eux les stratégies. C'est l'investisseur privé, c'est la vente immobilière, c'est les gros transferts d'argent entre les pays. Et c'est le fait de garder l'argent pas centralisé. Et voilà, c'est dans ce point de vue-là, je pense que le gouvernement a compris cela. Et c'est pour cela que la com, le monde de la com du gouvernement, c'est presque muet maintenant. C'est très rare que le président publie des choses sur le Bitcoin parce que voilà, les investisseurs qui ont compris ont compris. Et les gens, le grand public, qui n'a pas compris, qui n'appréciait pas ça, qui mettait beaucoup de couleurs politiques derrière ça, et voilà, c'était pas intéressant pour eux. Donc, je pense que ceux qui ont bien compris comment faire fonctionner le Bitcoin ici, qui l'utilisent pour investir et qui font de l'argent avec, voilà, même si le président ne publie pas, ils vont y aller. Ouais, d'accord. Ça y est, c'est dans les, enfin, oui, c'est dans les mœurs et l'histoire tendra à ce que ça, si ça fonctionne, soit de plus en plus utilisé sans la couleur politique qui était parfois reprochée justement à l'extérieur du monde ne déteigne. Si on prend un chiffre, effectivement, on disait en introduction que c'est compliqué d'avoir le nombre de bitcoins exact, mais je crois que le consensus, c'est globalement autour de 2500 bitcoins, que ça représente 0,5% du budget du Salvador, du budget annuel du pays, et donc autour de 50 millions au prix actuel. 0,5%, ça suffit à faire un scandale monétaire international et à voir le FMI et les instances extérieures qui disent que c'est très grave, dangereux et qu'il faut dégrader la note du pays. Est-ce que vous le ressentez dans le pays, ça, ce regard un petit peu méfiant des autorités étrangères? C'est sûr que le Salvador ne représente pas beaucoup dans l'économie mondiale, pas beaucoup, même pas, c'est presque négligeable, on peut dire, l'économie du Salvador. Mais après, c'est le côté exemple, c'est l'exemplaire. Tu vois, les grosses révolutions du monde ont commencé dans des petits pays. Et petit à petit, voilà, la foule, elle a compris, la foule met des révolutions, et il crée des gouvernements, et il balance des gouvernements de l'autre côté. Donc, voilà, c'est le risque des gros pays, des grosses économies qui pourraient pencher vers le Bitcoin, voilà, vers cette décentralisation monétaire. Et évidemment, ça pose des risques aux grandes économies mondiales, surtout maintenant avec le risque d'une guerre, l'Europe, l'inflation, les États-Unis, la Chine, la Russie. Évidemment, ça pose des questions. Donc, je pense que c'est pas le Salvador qui va représenter ces grands changements, mais c'est le fait d'avoir testé quelque chose, de voir comment ça fonctionne, de voir même dans un pays où la technologie n'est pas implantée d'une manière à 60% de la population, je dois dire. Mais voilà, si ça marche comme ça ici, comment ça pourrait marcher dans un pays où l'éducation ou même les appareils téléphoniques sont beaucoup plus développés qu'ici? Donc voilà, ça fait poser des questions. Je pense que l'FMI, c'est plutôt ça voilà, qu'est-ce qui se passe si toute l'Amérique du Sud passe vers Bitcoin? Qu'est-ce qui se passe si même l'Afrique, tout le continent passe vers Bitcoin? Ça fait poser des questions aux grandes économies mondiales. Parce que d'un point de vue ne serait-ce que bancaire, aujourd'hui, on ne parle pas de volume et d'utilisation, mais il y a plus de personnes qui ont des wallets Bitcoin dans le pays que de gens qui sont bancarisés, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça c'était 3 à 8 le ratio. Ouais, c'est Donc, ça. c'est compte Bitcoin sur 3 comptes bancaires. Ouais, donc là encore une fois, l'une des promesses de la finance décentralisée de Bitcoin et de ce genre de choses, c'est d'aller bancariser des endroits du monde qui sont complexes à bancariser. Voilà. Surtout parce que tout le monde, alors surtout ici au Salvador, et dans les petits pays où l'économie ne va pas très bien, les gens préfèrent payer 1 giga d'Internet, 1 gigaoctet d'Internet, que de manger. Ah Donc ouais, forcément, ils sont portables, ils vont le charger et ils vont mettre un peu d'argent dans ça, même s'ils n'ont pas beaucoup de choses à manger le soir. c'est le choix premier. Ah oui, absolument. Ok, je savais pas, tu vois, je savais pas du tout cet aspect-là. Et sur l'autre verticale du coup qu'on a vu passer et qui est une réussite pour le coup, c'est le coup projecteur médiatique que ça a donné au pays, qui était l'objectif d'être un hub mondial. Alors on a aujourd'hui nos ministres français, Bruno Le Maire en tête de proue, qui veulent que la France soit le hub européen de la crypto. Vous, un an avant, vous souhaitiez être le hub mondial du Bitcoin.
Est-ce que vous avez réussi à attirer des grosses entreprises ou à créer Là, tu parlais tout à l'heure de l'immobilier qui s'est saisi du sujet, mais est-ce que des entreprises sont nées dans ces services-là ou est-ce que vous avez attiré des entreprises extérieures connues du grand public au Salvador? Alors, mon milieu, c'est le monde d'entreprise Salvador. Et évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations, mais honnêtement, je doute beaucoup qu'il y ait une licorne salvadorienne dans le domaine des cryptos. Pas pour l'instant. Et je pense que c'est du côté de l'investissement dans la minage. C'est un essai, mais pour l'instant, ce n'est pas encore une réussite. Donc, évidemment, de ce côté-là, je pense que le gouvernement n'a pas réussi pour l'instant à implanter ça dans la société salvadorienne. Et évidemment, un pays comme la France, avec beaucoup, beaucoup plus de technologies, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de personnes qui sont dans le milieu, bah, même si on a commencé un an avant, vous, en 6 mois, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite. Après, vous avez l'avantage d'avoir une fiscalité qui permet de s'y pencher. Absolument, mais je pense que c'est pareil en France, tu vois, quand les panneaux solaires ont commencé, c'était intéressant parce qu'il y avait justement des bénéfices fiscaux qui étaient intéressants. Donc forcément, si à un moment ça démarre en France, ça peut aller très très vite. Ouais, appel à nos têtes pensantes de revoir les projets de loi finances des années qui suivent, parce que pour l'instant, c'est pas ça qui va attirer le chaland. Et d'un point de vue également minage, du coup, l'un des grands avantages que vous avez, c'est d'avoir des volcans. C'était là aussi une manière de faire parler de ce mix énergétique de Bitcoin. Tu connais bien Sébastien Gouspillou, qui justement là aussi est spécialiste de ces questions, qui vient nous expliquer que Bitcoin consomme de l'énergie, mais que et l'incarnation du hash rate actuel montre que le mix énergétique tend davantage à être de l'énergie renouvelable et donc peu cher. Est-ce que vous avez des grosses fermes de minage dans le pays? Est-ce que l'énergie volcanique est vraiment utilisée? Ou là aussi, il y a quelques cas d'exemple, mais c'est pas transcendant. Le milieu politique est voilà, très fort en communication. Et je pense que évidemment, leur force vient de tout ça, de la communication politique. Après les volcans, c'est vrai, il y a beaucoup d'énergie dans les volcans. Et on a beaucoup de volcans. Déjà, on a 13 volcans actifs et à peu près 300 volcans inactifs. Donc, il a beaucoup d'énergie, mais c'est énergie théorique. Donc là, c'est comme D'accord. quand on parle d'un exercice de chimie et physique, quand on parle des grandeurs énergétiques un peu, voilà, inutilisables. Donc, est-ce que ça existe? Oui, ça a commencé l'année dernière dans un volcan du pays. Mais quand tu dis volcan, tu dis beaucoup d'énergie, mais tu dis aussi beaucoup de risques et beaucoup de difficultés à joindre les volcans. Déjà, tu ne peux pas aller facilement en voiture. Déjà, il faut prendre l'hélico. Déjà, là, tu as un obstacle énorme. Et ensuite, si le coût d'aller au volcan et de construire dans un volcan est très, très haut, bah, le minage n'est pas intéressant, n'est pas viable d'un point de vue financier. Donc, je pense que c'est l'intérêt du gouvernement de développer le côté minage, de faire intéressant pour les investisseurs, pour les mineurs. Mais après, je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore acquis. Le but n'est pas atteint. D'accord, ok. Donc là, effectivement, peut-être un peu plus de communication politique sur le coup, même s'il y a des énergies renouvelables qui sont dans le pays, qui peuvent être activées. Là, tu parles plus du coup d'un point de vue coût d'infrastructure que de retour sur investissement. Ouais, alors, j'ai discuté avec deux investisseurs dans le monde des minages. Ils étaient intéressés par le pays, ils sont venus, ils ont fait un tour en hélicoptère, ils ont vu le volcan, ils sont allés à la mine du gouvernement. Mais voilà, à la fin, ils n'étaient pas dégoûtés, ça leur a plu. Et ils restent très attentifs aux nouvelles du pays. Mais voilà, ils sont au courant que pour l'instant, il n'y a pas encore le réseau d'infrastructure pour ça. Peut-être d'ici 2, 4 ans. Donc, D'accord. ils restent attentifs, mais c'est impossible de faire l'implémentation tout de suite. Ok, je comprends. Et sur un des projets justement qui était peut-être lié avec le minage et qui en fait englobe tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'un des projets les plus récents c'était Bitcoin City. Vous aviez déjà la plage Bitcoin, c'était comment elle s'appelait déjà? The Surf City. Ouais, c'était ça, qui était l'un des grands endroits du pays. Mais là, il y a carrément l'envie de créer la city du Bitcoin. Est-ce que ce projet là aussi, il tient la route, il avance, ou est-ce qu'on est au stade de réflexion des autorités du pays?
Bon, les dernières informations que j'ai eues, ça avance, mais ça avance lentement. Surtout, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on est dans un pays très campagne politique. Et d'ici 16 mois, ce sont les élections présidentielles. Donc forcément, en ce moment, le discours, les stratégies va dans ce sens-là. Ce n'est plus le Bitcoin pour l'instant la priorité. Ce sera peut-être juste après la réélection, mais pour l'instant, ce n'est pas le but. Donc ça avance lentement. C'était difficile de bien choisir l'endroit parce qu'il faut qu'il soit bien placé. Et voilà, c'est une destination Bitcoin avec un aéroport privé pour des Bitcoiners, des grosses Bitcoiners, pour mettre beaucoup de minage là-bas aussi. Mais il faut créer l'infrastructure. Ça n'existe pas. Donc, j'ai vu les derniers plans je pense que ce sont les troisièmes plans qui existent. Et évidemment, l'idée a beaucoup de maturité maintenant, mais la mise en place n'a pas débuté. D'accord. Et en termes de population locale, est-ce que tu vois là aussi plus de personnes qui viennent visiter le pays et dépenser des cryptos là-bas ou pas? Ça, je pense que c'est le plus grand changement visible. Il y a au moins un 80 à 90% de plus de touristes qu'avant. Et c'est des touristes Bitcoin. D'accord. Qui viennent dépenser leur crypto actifs et qui achètent quoi? Des souvenirs ou des voitures? Qu'est-ce qu'ils font? Bah, surtout, ils s'achètent des maisons et des voitures. Alors pour eux, ils vont venir 2 fois l'année pour voir comment ça se passe. Donc, ils s'achètent une maison, ils s'achètent une voiture, ils vont la laisser garer. Et comme ça, s'ils sont des amis, leurs amis viendront, ils vont rester chez eux avec leur voiture. Et comme ça, voilà, ça commence à devenir un hub de bitcoiners, mais entre eux qui investissent comme ça. D'accord, ouais, c'est les... Et même si pour l'instant, voilà, il faut aller lentement. Ouais, petit pas par petit pas. Donc si tu regardes avec un petit peu de hauteur tous ces changements, toi le gros truc qui te marque, c'est ce pavé dans la mare de la guerre économique qui se livre aujourd'hui entre les monnaies et que Bitcoin vient de bouleverser. Et cette première pierre que vous avez posée au Salvador, qui a été embrayée par la République centrafricaine quelques mois après, qui est le deuxième pays au monde à avoir fait de Bitcoin sa monnaie légale. Et il y a un paquet d'autres pays dont on entend dans les couloirs s'intéresser à ces questions, surtout côté latin, effectivement. Donc, toi, si tu dois garder quelque chose de positif, on a vu des points, mais de vraiment marquant, c'est vraiment se paver dans la mare plus que les petits changements qu'on a énoncés ici. Du coup, je pense que l'Amérique latine reste très intéressant dans un milieu, pour le milieu bitcoiner parce qu'il a beaucoup de volonté. Après, je pense qu'il faut vraiment redresser la volonté. Je veux dire, le discours politique au niveau du Bitcoin est très très haut en Amérique latine. Et je pense que c'est ce côté-là qu'il faut réduire le volume et c'est plutôt mettre en valeur vraiment de à quoi il sert. Tu vois, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais après, je pense que ce qui reste très intéressant, c'est le fait de l'ouverture. L'ouverture au monde de l'Amérique latine dans ce nouveau monde économique qu'on ne peut pas nier. Donc effectivement, sur ta vision économique, il y a un vrai changement. Quand on regarde quand même sur le pays, si on prend le pouls du pays, il y a beaucoup de gens, et c'est les sondages qu'on avait il y a quelques mois dans la presse traditionnelle, quelques semaines, qui sont encore méfiants sur ce sujet. Et c'est vrai, l'une des choses... Alors il y a deux choses qui sont amusantes à soulever. Le premier, c'était ce qu'on disait, transactions, c'est moins de 5% des transactions qui sont faites aujourd'hui en crypto. Mais après, est-ce que c'était l'objectif que ça soit davantage? On a vu que pas forcément. Mais je voulais avoir ton ressenti sur effectivement, est-ce que c'est un échec d'être à 5%? Et la deuxième chose qui est plus critique de l'autre côté, c'est que les titres de presse jetaient vraiment le drapeau rouge en disant maintenant il va falloir que le Salvador renégocie sa dette avec la chute du Bitcoin, c'est très grave ce qui s'est passé, ils auraient jamais dû faire ça. On a vu que c'était 0,5% du budget annuel, donc est-ce que c'est réellement un problème sur le prix d'achat moyen lissé, sur le prix actuel du Bitcoin et la part de 0,5, est-ce que c'est un vrai problème? Donc deux questions, les 0,5%, les 5% d'utilisation, est-ce que c'est une victoire ou une défaite? Et est-ce que le budget est vraiment en danger? Alors, je sépare toujours les deux mondes. Dans le monde politique et précisément pour le gouvernement, évidemment, c'est un échec. La population n'a pas aimé le Bitcoin au Salvador, pour l'instant, la grande population.
En même temps, pour le gouvernement, c'est une réussite. Parce qu'au niveau d'investissement, de gros transferts d'argent, ça a marché. Et il a beaucoup d'argent qui n'a pas été perdu dans le chemin. Donc, c'est de l'argent qui est resté ici, en quelque sorte. Donc, voilà, c'est un peu mitigé. Si j'étais ministre de l'économie en Salvador, je dirais c'est mitigé. Il a une réussite qui est très importante dans les gros transferts d'argent et il a un échec dans les petits transferts d'argent. Donc, finalement, après, chacun peut tirer son propre avis. De ma part, je pense que dans le monde d'entreprise au Salvador, c'est très intéressant ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours. Et il y a beaucoup d'intérêt dans les personnes. Même des gens que, dans le discours politique, vont critiquer un peu le gouvernement parce que le fait qu'ils détiennent les bitcoins, que c'est un wallet caché, on ne connaît pas vraiment où c'est tout l'argent, voilà, tout ça. Eux-mêmes, ils investissent en bitcoin. Donc, voilà. Dans ce, dans ce sens-là, je trouve très intéressant ce qui se passe en ce moment. Après, pour la question concernant le risque financier pour le Salvador, écoute, le 0,7% du PIB qui est investi en Bitcoin ne représente pas non plus grand-chose, non plus pour le pays. L'endettement est énorme. Et je peux dire que le salaire des employés publics est largement supérieur à ça. Et peut-être un 40% de plus. Donc, non, un 400% de plus, pardon. Donc, forcément, ce n'est pas ça qui va faire tomber la balance d'un côté ou de l'autre. Après, le fait de renégocier, oui, c'est beaucoup plus difficile de négocier avec le FMI, la Banque mondiale, les États-Unis, de renégocier la dette, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait de l'implémentation du Bitcoin au Salvador, mais en même temps, c'était déjà difficile de négocier ça avant. Donc, forcément, je pense que comme dans tous les pays, même les plus grandes économies du monde, ils renégocient entre eux. La dette des États-Unis est énorme, la dette de l'Europe est énorme. Et tu vas comme toujours, ils payent le salaire, ils payent tout ce que l'État doit dépenser. Pardon. Donc, forcément, je pense qu'il y aura un point de négociation parce que, de toute façon, même pour eux, ça ne vaut pas le coup de ne plus négocier parce que s'ils ne négocient plus, ça va motiver le gouvernement à aller beaucoup, beaucoup plus vite dans cette mise en place. Et c'est ça où le niveau d'exemple du Salvador qui peut vraiment marquer une grosse différence. Et aller plus vite dans la dédollarisation de l'économie, c'est ça que tu veux dire? Oui, imagine si ça arrive et finalement tu ouvres vraiment un paradis fiscal. Si le Salvador devient un paradis fiscal, ça peut être très intéressant pour d'autres économies d'imiter, de faire la copie. Donc là, ça ne sera plus 500 millions, ça peut devenir facilement 5 milliards. Et après 50 milliards. Donc au niveau d'exemple, c'est compliqué, c'est risqué. Donc je pense que finalement, ça s'est passé depuis 2 siècles, ils vont toujours à négocier. Et comment tu vois les communautés de Bitcoin? Je sais que tu es venu à Bitcoin, Surfing Bitcoin, il y a quelques mois à Biarritz, en France, l'événement de Jonathan Erskovici. Est-ce que, quel est le regard que tu portes sur la communauté Bitcoin en France, par exemple, ou ailleurs dans le monde? Est-ce qu'elle est très active en France plus qu'ailleurs? Est-ce qu'elle est très intéressante chez nous et plus motivée que d'autres pays dans le monde, de ce que tu vois un petit peu toi? Il y a toujours quelque chose que j'aime beaucoup des Français, surtout quand ils s'intéressent à quelque chose, ils vont étudier, ils vont aller vraiment dans le sujet. Ils ne vont pas rester dans la superficie. Et ça, c'est quelque chose de très français. Et j'ai adoré l'événement, j'ai trouvé ça incroyable de voir tellement du monde intéressé et qui investit dans le monde du Bitcoin. Et j'ai rencontré des personnes incroyables aussi, avec qui on a discuté de plusieurs thèmes. Ce n'était pas seulement parler de Bitcoin, c'était parler vraiment société, le monde, l'entreprise, le futur, le travail, les ressources humaines, tu vois, un peu tout. Et c'est là où je trouve la richesse du monde Bitcoin en France, et spécialement parce que j'étais là à Biarritz, donc je peux voir ça. Au Salvador, ça reste pour l'instant plus détendu. C'est plutôt le Bitcoin surf du monde tranquille. Voilà, tu vois, ce n'est pas encore le niveau de connaissances derrière. Ce n'est pas l'intérêt d'apprendre. Ce n'est pas encore déployé comme ça, mais je pense que d'ici un an, on pourra discuter davantage parce que les gens vont se mettre plus au sérieux. Ceux qui vont se mettre dans le monde Bitcoin vont aller vraiment au sérieux, pas juste pour jouer. Ouais, le temps que ça fasse son bonhomme de chemin, que les gens l'utilisent, le comprennent et l'incarnent dans des super événements aussi. Et d'ailleurs, vous avez aussi des événements très sympas, parce que je sais qu'il y avait plusieurs délégations françaises qui sont venues à plusieurs reprises au Salvador voir des événements.
Il a tout type d'événements, privés, publics, des gens beaucoup plus petits, des entreprises beaucoup plus grandes. Donc, finalement, il y a beaucoup d'événements qui se passent au Salvador. Je trouve ça. Moi, j'adore le fait que les gens viennent pour voir eux-mêmes comment ça se passe ici. Comme ça, il y a pas trop de mensonges derrière. Oui, tout à fait. Test, tu vois qu'est-ce qui marche bien, tu vas au McDo, tu payes avec, tu vas dans une petite, un supérette dans le coin où tu vois, on n'accepte pas Chivo Wallet, mais on accepte Strike, tu vois Domino's Pizza qui fait la pizza à 5 dollars, si tu payes, à 2 dollars si tu payes en Bitcoin. Donc, tu vois, des choses comme ça, c'est vraiment sympa. Ouais, ça incarne vraiment. Et pourtant, c'est pas facile de venir en vol direct depuis Paris ou l'Europe à San Salvador. Donc, c'est que les gens sont motivés pour venir. Ouais, ouais, absolument. Tu passes par le Panama, soit tu passes par la Colombie, soit tu passes par les États-Unis ou même le Mexique. Ouais. Donc, après, voilà, tu fais pas un trajet Paris-Le Salvador, mais tu peux rester quand même 3 semaines en Amérique latine. Tu peux choisir le Mexique, le Salvador, le Guatemala. Tu peux aller vers le Costa Rica une semaine. Donc, c'est vraiment, tout est prêt. On est proche de tout, même si ça reste un peu cher les vols régionaux ici. Mais bon, on peut les payer en Bitcoin. Donc, quand c'est toujours plus intéressant. Avec les 30% que tu vas pas payer d'impôts, tu peux payer. Je pense que quand tu es résident fiscal français, tu dois quand même trouver un moyen de pouvoir les payer quand même. Mais vous qui êtes là-bas, il y a pas besoin de le rajouter à la balance, c'est certain. Merci beaucoup Ernesto en tout cas d'avoir fait ce petit bilan et tu as été honnête, mitigé, mais qui est pas noir, qui est pas un scénario catastrophe comme on a pu le voir et qui est pas plein d'opportunités intéressantes, plein aussi, et c'est ce qu'on verra dans les prochaines années, d'évolutions potentiellement positives indépendamment du cours, mais qui, forcément, si le cours remonte, c'est comme le sens de l'histoire. On nous dit que Bitcoin est mort à chaque fois qu'il perd un peu de place en termes de volume. Bon, là, je pense que quand le marché remontera, il y aura des titres de presse bien différents sur le Salvador. Vite, je pense. Ça va aller beaucoup plus vite, tu dis? Ah oui, oui, absolument. Effectivement, c'est pareil, c'est dans le sens de l'histoire, hein, le plus dur est a priori fait. Maintenant, le gap qui va rester pour que les gens l'utilisent, que les gens comprennent les enjeux et que cette guerre économique qui se dessine sous nos yeux donne raison à l'un ou à l'autre, bah effectivement, le plus dur est fait dans le sens de l'histoire. Donc, très intéressant d'observer et de voir encore une fois hein, le pays qui s'y intéresse parce que ça y est, le Salvador a montré que c'était possible et ça peut intéresser d'autres pays et d'autres coins du monde. Donc on va suivre attentivement tout ça. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu postes peut-être des choses intéressantes à ce sujet-là que les gens pourraient suivre s'ils veulent en direct suivre l'évolution du Salvador? Beaucoup de choses sur le Salvador, sur le monde des entreprises, sur le monde du Bitcoin, un peu tout, sur hernandez.otero sur Instagram. Hernandez avec H, H-E-R-N-A-N-D-E-Z.otero. O-T-E-R-O. Je mettrai ça aussi en description pour que voilà, si les gens veulent voir des images un petit peu plus concrètes de comment ça se passe sur le pays, de Domino's Pizza qui fait sa promo et tout, je sais que tu documentes ça avec des images et c'est toujours plus parlant. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, Vanessa. Ciao.